La société civile de Rutshuru alerte sur la route barrée au mouvement de l'autodéfense Wazalendo par les éléments de la force régionale de l'EAC. On en parle tout à l'heure avec le porte-parole du collectif des victimes de l'agression rwandaise. Les avocats d'Estani Boujakira demandent au tribunal de constater l'irrégularité de sa détention. Ils l'ont dit à l'audience de ce vendredi. Conflit israélo-palestinien, les bilans de bombardement est revu à la hausse, près de 1800 morts, dont 600 enfants. Selon le ministère palestinien de la Santé, des milliers de Palestiniens ont fui vers le sud de la bande de Gaza. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. La société civile de Rutshuru alerte sur la route barrée au mouvement de l'autodéfense Wazalendo par les éléments de la force régionale de l'EAC. Ceci intervient quelques jours après que les Wazalendo aient donné un ultimatum de 48 heures aux forces de l'EAC de quitter le sol congolais dans les cas où elles n'arrivaient à assurer la protection de la population civile de la région. Nous sommes en ligne avec le porte-parole du collectif des victimes de l'agression rwandaise, RDF M23, Aimable Gafouroura, Sibo Mana, nous en dit plus. Il est vrai que les résistants, les VDP, les volontaires pour la défense de patrie, se sont pris et se sont attaqués aux terroristes du M23, comme vous savez, qui endeuillent la province du Nord Kivu depuis très longtemps. Et fort malheureusement, après la libération du territoire de Massissi, qui est actuellement sous contrôle des VDP, et aussi quand ils voulaient libérer la cité de Kiwanja, ils se sont vus être empêchés et attaqués par les forces régionales, et non seulement à Kiwanja, mais plutôt aussi dans les groupements de Tongo. Sinon, si ce n'était pas l'EAC qui bloquait les volontaires à continuer, ils seraient déjà très loin dans le territoire de Rutshuru. Et ce comportement ne nous a pas aussi soulagés, nous, en tant qu'autochtones et originaires du territoire de Rutshuru. Et pour le moment, il y a de la calmie sur toutes les lignes de front. Tout ce que nous pouvons recommander au gouvernement, nous, en tant que collectif de victimes de l'agression rwandaise RDF-BAR M23, et c'est le souhait de toute la population du Nord Kivu, et que le gouvernement doit mettre fin à sa coopération avec les forces régionales de East Africa Community, d'autant plus qu'ils nous ont déjà prouvé qu'ils sont venus pour aider et renforcer les M23, parce que ils oublient qu'ils sont venus en appui à la RDC, mais ils se donnent à appuyer plutôt l'ennemi de la République démocratique du Congo. Merci Aimable Gafouroura, Sibo Mana, d'avoir répondu à nos préoccupations. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif des victimes de l'agression rwandaise, RDF M23. En justice, les procès dont l'affaire du journaliste Stani Boujakira est renvoyée au 20 octobre prochain sur demande de ses avocats qui disent vouloir s'imprégner du dossier. Au cours de l'audience de ce vendredi qui a eu lieu à la prison centrale des Makala, ces avocats demandent au tribunal de constater l'irrégularité de la détention. Le correspondant de Jeune Afrique, Reuters, a été arrêté il y a cela un mois suite à la publication d'un article de Jeune Afrique mettant en cause les renseignements militaires dont l'assassinat de Chéribin Okende, un article qu'il n'avait pas pourtant signé. Il est poursuivi pour notamment propagation de faux bruits et usage de faux. Dans l'actualité également, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu jeudi 12 octobre le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Ce titre honorifique lui décerné au cours d'une cérémonie pour ses nombreuses réalisations en faveur du peuple depuis son accession au pouvoir. Parmi les personnalités ayant pris part à cette cérémonie, le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Selon lui, ce diplôme des mérites vient couronner les efforts fournis par le chef de l'État jusque-là de conduire les pays vers son émergence. Connaissance scientifique, parce que comme vous le savez, dans notre monde de la science, il n'y a pas de complaisance. Si aujourd'hui le titre et le grade de docteur honoris causa est accordé
à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il l'aura amplement mérité. Peut-être que les gens oublient très vite d'où nous venons. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 2019, aussitôt après, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour qu'il ne puisse pas accomplir son programme qu'il a promis au peuple congolais. Rappelez-vous qu'à un moment donné, le président de la République avait signé des ordonnances pour désigner des mandataires dans les entreprises, notamment la GECAMIN, et une ministre, membre de son gouvernement, a bloqué l'exécution. Comprenez vous-même, dans un contexte comme celui-là, et plusieurs activités, rencontres de grande importance auxquelles le président a été convié, on a vu que la présidente de l'Assemblée nationale n'y participait pas, le président du Sénat n'y participait pas, et il boudait le président de la République. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la situation est redevenue normale. C'est parce qu'il a fait usage de son intelligence, de sa sagesse, de sa dextérité, qui aujourd'hui mérite la reconnaissance scientifique qui est celle d'aujourd'hui. À la CENI, au-delà des candidatures rejetées à la présidentielle, d'autres n'ont pas été retenues. C'est le cas du candidat indépendant Emmanuel Montulonsi, dont le dossier n'a pas été retenu pour non-paiement de la caution en amont. Emmanuel Montulonsi, candidat à la présidentielle de 2023, qui a vu sa candidature non retenue par la centrale électorale, explique les raisons. Le choix d'aller payer la veille ou pas la veille peut aussi être l'effet d'une question stratégique. Pas forcément parce que nous avons réuni la caution en retard, puisque nous étions dans les délais. Je vous ai dit que nous avons reçu la note de perception le vendredi. Toutes les questions ont été posées au niveau de la DGRAD. Ils nous ont dit, vous avez 8 jours. Et c'est écrit sur la note de perception. Cette note est valable pour 8 jours. Et donc, à partir de ce moment-là, dans notre entendement, la CENI étant une institution qui fonctionne suivant des règles, dont le bureau de réception et de traitement des candidatures, nous nous sommes dit, même si samedi nous n'arrivons pas à payer, nous sommes dans la légalité, puisque cette note de perception ne vient pas de nous. Le 8 octobre, date prévue pour la clôture des dépôts des candidatures, les 3 éléments fondamentaux, dont le certificat de nationalité, l'extrait du casier judiciaire et l'extrait bancaire du paiement de la caution, n'ont pas été pris en compte par la CENI. Exigeons à la CENI de corriger illico sa faute et de nous donner la possibilité de pouvoir payer notre caution. Le fait de n'être pas aligné n'empêche pas ses ambitions politiques. Nous disons qu'il faut révolutionner notre façon de penser, de voir et d'agir. Nous devons être les premiers exemples. Candidat indépendant, il espère en outre que la CENI va proroger cette période de réception des candidatures pour permettre à la jeunesse d'avoir une nouvelle vision et direction de la gestion de la République. Il envisage de briguer toujours la présidence de la RDC. Toujours proche de ses compatriotes et impliquée dans la formation de la jeunesse, la députée nationale Colette Tshomba a assisté le mercredi 11 octobre 2023 à la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de l'Institut Ango. C'est dans la commune des Bandalungwa. Cet édifice est le fruit du partenariat entre le Ludefuna et l'ambassade du Japon. C'est dans les cadres du partenariat entre la communauté Sebeko et l'ambassade du Japon en RDC que la députée nationale élue de la Funa, Colette Tshomba, a pris part mercredi dernier à la cérémonie inaugurale du nouveau bâtiment de l'Institut Ango à Bandalungwa, construit par cette ambassade. Ceci intervient 3 ans après la dotation par Colette Tshomba d'un édifice comprenant une salle de classe, celle des professeurs et une bibliothèque. Engagée dans l'accomplissement de la vision du chef de l'État Tshisekedi de la gratuité de l'enseignement en améliorant les conditions d'études, l'élu de la Funa a exprimé sa reconnaissance à l'ambassadeur du Japon avant de plaider pour l'extension de cette action dans plusieurs autres écoles de la communauté Sebeko. Nous souhaitons que vous deveniez un de nos partenaires comme j'en suis une moi-même.
Et croyez-moi, monsieur l'ambassadeur, nous n'allons pas vous lâcher. Qui contribue à la formation et à l'éducation des enfants contribue à un Congo fort pour demain. Nous essayons aussi, en tant que compatriotes, citoyens de ce pays, de contribuer au développement et à poursuivre la vision du chef de l'État. Dans son discours, Colette Chomba a félicité le dynamisme du préfet de l'Institut Ango dont l'aboutissement est ce bâtiment. Lors de cette activité, elle a manifesté son souci de voir les écoles de cette communauté être équipées, entre autres en bâtiments, bancs, manuels didactiques et autres. À Kananga, l'UNICEF a volé au secours des élèves de 44 écoles primaires, notamment à Dibaya et Demba, c'est au Kasaï central. Plus de 4000 kits scolaires exclusivement aux élèves de la première année primaire et 3000 kits des dignités aux filles ayant atteint la puberté leur sont remis à travers une campagne de distribution gratuite. La campagne de distribution de kits scolaires et kits de dignité qui intervient ces jours vient apporter un soutien à la gratuité de l'enseignement. Plus de 4000 élèves de première année primaire bénéficient des fournitures scolaires et 3000 filles en âge de puberté reçoivent des kits de dignité. C'est dans le cadre du projet de prévention et réponse holistique aux violences basées sur le genre. Ces projets favorisent le soutien à l'accès égal de tous les enfants aux cours dans les structures formelles et informelles. Dr Marlène Delela est coordonnatrice pays de CPO-ONG. Dans ces contextes caractérisés par les inégalités des genres, pour les filles, dans les domaines de l'éducation, mais également par la haute exposition des filles au risque des violences basées sur le genre, une approche intégrée, protection de l'enfant et éducation, est pertinente pour que les défis en matière d'éducation des filles soient cette fois-ci adressés de manière holistique. C'est l'UNICEF qui finance ces projets qui visent 44 écoles ciblées. L'UNICEF a déjà aménagé 60 salles de classe et 10 bureaux de direction d'école. 318 enseignants ont été formés sur la pédagogie sensible au genre, a indiqué Arsène Jean-Richard Kwakan, chef de bureau UNICEF Kananga. Il y a de cela quelques jours, nous avons lancé avec vous la campagne d'appui à la rentrée scolaire avec pour objectif de mobiliser et encourager les parents en vue d'envoyer leurs enfants, filles et garçons, à l'école. Au nom de ses pairs, la représentante des élèves a dit merci à l'UNICEF et à CPO-ONG. C'est le vice-gouverneur Martin Makita Famba qui a présidé la cérémonie, invitant les écoles au bon usage des kits qui doivent bénéficier aux celles concernées. L'UNICEF s'est aussi entretenu avec le responsable de l'association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels. Nous sommes cette fois-ci à Goma, précisément au Nord Kivu. Les échanges ont tourné autour de l'évaluation du dispositif de Azramen afin de voir dans quelle mesure cette structure spécialisée dans l'approvisionnement des médicaments peut intervenir en cas d'une crise sanitaire. Pachiko Kavundam. Il s'agit d'une visite de routine effectuée dans les installations de l'Association régionale d'approvisionnement à médicaments essentiels par une délégation de l'UNICEF composée de James Patterson, venu des États-Unis, Claude Ngabou et autres membres de cette agence onusienne. Le directeur de Astrames, Gaston Nyamambichi, a d'abord expliqué à ses hôtes le fonctionnement de cette ASBL, puis a donné le sens de cette rencontre entre Astrames et UNICEF. L'UNICEF, avec qui on collabore depuis, a voulu une visite de routine pour voir un peu comment on a évolué, qu'est-ce qu'on peut encore faire, surtout évaluer notre dispositif en tant qu'outil dans le domaine des médicaments pour voir si, en cas de crise, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, on est en mesure de faire. Cette visite de collaboration de la délégation de l'UNICEF est saluée par Astrames. Une haute hiérarchie de l'UNICEF qui est venue pas seulement pour Astrames, mais il profite aussi dans la trousse des gens qui doivent visiter, ils viennent voir Astrames. Nous sommes satisfaits de la collaboration. Vous savez aussi que, par exemple, ils nous ont doté de véhicules pour aider dans la distribution. Et donc, on est satisfait. Une visite guidée au sein de l'entrepôt où Astrames garde les médicaments a été aussi effectuée. Rappelons que Astrames vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population congolaise par la disponibilité et l'accessibilité permanente de médicaments de qualité.
Au Nord Kivu, toujours, l'Institut supérieur des techniques médicales des Goma a mis sur les marchés de l'emploi vendredi une première vague de 300 nouveaux lauréats ayant fini leurs études dans différentes filières, dont sage-femme, soins généraux, techniques médicales et bien d'autres. C'était au cours d'une double cérémonie d'écollation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. Le directeur général de cette institution, le professeur Dr Richard Bitoué, dresse un bilan largement positif car il enregistre plusieurs réalisations. Pachiko Kanvundama. Dans son site situé au quartier Ndoshoda, la ville volcanique, l'Institut supérieur des techniques médicales Goma a mis sur le marché de l'emploi une première vague de 300 nouveaux lauréats. D'abord, la présentation des rapports des activités académiques 2022-2023, puis la proclamation des résultats filière par filière et la collation des grades. Le directeur général de l'ISTEM Goma, le professeur Dr Richard Bitoué, a précisé que cette année se clôture sur une note de satisfaction et avec plusieurs réalisations pour assurer l'enseignement de qualité. Il s'agit du point de vue des infrastructures, l'achèvement et l'inauguration le 3 mars 2023 du nouveau bâtiment de 5 salles, bloc Mouindonzangi, sur fonds propres de l'ISTEM Goma. Du point de vue de l'enseignement, l'ouverture de la filière technique pharmaceutique. C'est Priska Luanda, conseillère du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge de l'éducation, qui a clôturé cette année académique. Elle invite les parents à envoyer leurs enfants à l'ISTEM Goma pour sa meilleure formation qu'il offre. J'exprime mes remerciements à tous les membres du comité de gestion, au corps scientifique et administratif de l'ISTEM Goma, qui ont surmonté beaucoup de difficultés pour arriver au couronnement de cette année académique 2022-2023. Notons qu'avant cette cérémonie, une procession a été organisée entre lauréats, étudiants et comité de gestion de l'ISTEM Goma. Et à Lubumbashi, l'Institut supérieur des commerces a organisé une double cérémonie. D'abord, la clôture de l'année académique 2022-2023, puis la cérémonie de collation des grades. Plus de 300 200 finalistes ont été certifiés professionnels et entrepreneurs dans la vie active. Tous en touchent distinctement au motif de leur institution. Les lauréats accompagnés de leurs professeurs et le secrétaire général de cet alma mater ont couronné ce grand événement par une grande visibilité à travers la route Kassapa, partant du Home 10 jusqu'au site de l'ISC dans une ambiance festive. En présence des autorités politiques, judiciaires, militaires et les parents, les professeurs Jean-Paul Katonde, secrétaire général et représentant du directeur général de l'ISC, Armand Kabange Kitenge, a dans un rapport structuré en plusieurs points essentiels, revenu sur le fonctionnement et les réalisations de l'Institut supérieur de commerce qui compte à ses jours environ 20 000 étudiants. Loin d'être exhaustive, la liste des réalisations ci-dessous est plutôt indicative. Je citerai l'équipement en mobilier des bureaux et matériel informatique de tous les bureaux de l'administration centrale, la finalisation de la construction du laboratoire d'informatique d'une capacité de 3000 ordinateurs qui sera opérationnel cette année, le partenariat effectif avec la Haute École Francesco Ferrer de Belgique. 3220 finalistes au total ont réussi avec succès aux épreuves de la première session et ont été mis sur les marchés de l'emploi et de l'entrepreneuriat. L'ISC siège aux côtés d'autres institutions académiques à travers le monde pour améliorer la qualité de l'enseignement au sein de son institution à vacation jour et soir et assurer une bonne formation de ses apprenants. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire en RDC, Mouindonzangi, a émis un avis favorable pour la tenue de cette manifestation, raison de la présence de sa conseillère en charge de questions administratives et politiques, Gisèle Bombele, pour le représenter à cette grandiose cérémonie. Les travaux de construction de la route de contournement dans la ville d'Elikassi évoluent sont désemparés. Après la stabilisation de la couche de fondation, l'heure est à la pose de l'asphalte. C'est le gouverneur de province, Jean Kiaboula Katoué, qui a procédé au lancement de travaux de goudronnage. Reportage de Jean-Marc Koulou.
La route de contournement dans la ville montagneuse de Likasi prend désormais forme. C'est jeudi 12 octobre 2023, le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, qui avait dans sa suite son ministre des infrastructures Eric Sakuyema Lukwesa, a à bord de cet engin lancé officiellement les travaux de la pose de l'enrobé sur cette route longue de 22 km partant de Mukoneka sur la route de Kolwezi jusqu'au quartier Nguya sur la route Lubumbashi. Elle a une largeur de 9 mètres et la couche d'asphalte a une épaisseur de 7 cm. Une fois finie, cette route va sûrement résoudre l'épineux problème des dégradations de route dans la ville de Likasi, car tous les poids lourds seront contraints de l'emprunter. Jacques Kabula Katwe a par la suite reçu les amples explications des responsables de l'entreprise CCECC commise à cette tâche. Bien avant, le gouverneur avait présidé une réunion à l'intention du maire adjoint de la ville et le bourgmestre de communes de Likasi et Chitourou. Il a été question de régler les conflits qui les opposent au sujet du pourcentage de la dépense minière de l'entreprise Divine Mining due aux entités décentralisées. Un consensus a été trouvé et toutes les deux communes ont signé le PV des conciliations. Là où il y avait des couacs, le compromis a été trouvé sous la direction du gouvernement. Tout le monde a signé sur le PV. Donc, et le bourgmestre de la commune de Chitourou et le bourgmestre de la commune de Likasi et nous tous qui étions présents. Mais les deux concernés, l'essentiel est que leur signature se retrouve sur ce PV et ça clôt le débat. Ainsi, le bourgmestre de communes de Likasi et Chitourou ont fumé les calumets de la paix. Au Lualaba, après 6 mois de suspension par le gouvernement, la réhabilitation de l'entreprise MSL signée par la ministre des Mines n'est toujours pas effective. Un groupe de Libanais occuperait les lieux de manière illégale avec le soutien de certains membres de la famille présidentielle. On croit certains témoignages. Des agents de MSL ont barricadé cette semaine l'entrée de l'entreprise en guise de contestation. Après 6 mois de suspension par la ministre congolaise des Mines, la réhabilitation de l'entreprise MSL, signée par cette même autorité, n'est toujours pas effective. Un groupe de Libanais occupe la concession d'une manière illégale, soutenu par un membre de la famille présidentielle, selon certaines sources. Chose qui a poussé les agents de MSL à débarricader l'entrée principale de cette concession. Nous demandons au chef de l'État de s'impliquer, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, de s'impliquer personnellement pour que la justice soit faite. L'esprit du code minier veut que tout chargement d'un ou plusieurs camions soit conditionné par un document de la division des mines. Mais ici, plus de 500 camions sortent de cette concession par jour, curieusement sans la présence d'un inspecteur de la division des mines, ni non plus de documents officiels. Nous sommes surpris. Nous avons vu certains individus s'identifiant au nom de la famille présidentielle. Ils sont venus avec les hommes armés FRDC, nous intimider, accompagnés avec leurs partenaires libanais. Ils n'ont pas de documents à brandir, puisque normalement, ils ont quelque chose, soi-disant, une coopérative minière. Selon les codes miniers, une coopérative ne peut pas œuvrer sur les sites qui a un droit minier, soit qu'on appelle les permis d'exploitation. Plus de 300 employés de cette entreprise qui travaillent sur le permis d'exploitation 467 reconnu par l'État congolais sont tous dehors. La délégation de la société Al-Bayrak est en séjour à Kinshasa dans le cadre du partenariat avec l'hôtel de ville pour l'assainissement et le recyclage des déchets dans la capitale congolaise. Hier jeudi, ces responsables ont été reçus par le gouverneur Jean-Tini Ngobila pour une réunion préparatoire. Au sortir de cette réunion des travail, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a annoncé la cérémonie de lancement du projet pour la semaine prochaine. Il a expliqué les biens fondés de ces grands projets qui permettra aux Kinois de vivre dans une ville propre et saine. Pour lui, la société Al-Bayrak est à la hauteur de ses travaux d'assainissement au regard de son expertise dans ces domaines. Nous travaillons sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et avec sa vision du peuple d'abord. Nous sommes allés en Turquie plusieurs fois pour voir comment est-ce que la société Al-Bayrak travaillait dans ce domaine, c'est-à-dire de la salubrité. Comment est-ce que cette société a pris la ville d'Istanbul il y a quelques années
alors que cette ville puait un peu la saleté. Et il y avait des montants d'immondices dans cette ville et cette société a pu relever ces défis-là. L'autorité urbaine a par la suite invité la population quinoise à bien accueillir ces projets de manière participative. De son côté, l'administrateur de la société Al-Bayrak, Ibrahim Karaka, a rassuré la population quinoise de la transformation spectaculaire que connaîtra Kinshasa dans peu de temps en termes de propriété. À en croire Ibrahim Karaka, près de 200 engins sont déjà en route pour Kinshasa en provenance des Turquies. Comme prévu dans les contrats, Founan est le district pilote qui accueille en premier ces projets de salubrité, précisément dans les communes de Kalamon, Giringiri, Bandalungwa, Selemba, Obumbu, Makala et Kasavubu. 3 mois après, le projet va s'élargir sur les autres communes de la ville de Kinshasa. Dans la province du Haut-Élé, la chefferie d'Ongo est actuellement à l'image du gouvernement de province Christophe Basséan Nanga avec de nouvelles constructions et modernisations sous la supervision du chef Kouloua Mazotite. Toutefois, il plaide pour l'érection d'un pont sur la rivière Kibali vers les territoires des Faradja pour permettre la traversée régulière de sa population vers les activités champêtres. Aujourd'hui, les villages Lanza, dans la chefferie d'Ongo, se modernisent petit à petit à travers la redevance minière. Une vision du chef Kouloua Mazotiti qui va dans la ligne droite des efforts fournis par les gouverneurs de province, Christophe Basséan Nanga, qui restait déterminé pour le développement de son entité, mais également dans la matérialisation de la vision du chef de l'État sur le développement à la base. Parmi les réalisations, l'on note la modernisation du bâtiment administratif, la construction de 8 maisons pour les personnels, modernisation d'une école primaire et construction des centres de santé. Liboso tozalaki na ndako wana te. Tosepeli na mosala na président na République démocratique du Congo ndenge asepeli na kosunga ba population na mosala oyo. Yango tozali na litomba na ye pona ko tombola ye na liboso. En outre, le chef de la chefferie d'Ongo, Sa Majesté Kouloua Mazotite, plaide pour l'érection d'un pont sur la rivière Kibali vers les territoires des Faradjés, aussi la réhabilitation de la route d'accès vers les chefs-lieux de la chefferie, sans oublier la dotation des moyens de locomotion pour l'itinérance. C'est vraiment très difficile. Kokota, na Lanza, na Pokoyawa, c'est vraiment pénible. Il faut pas faire l'angelo, pour les Il rassure également de son soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. Et pour finir, conflit israélo-palestinien, les bilans des bombardements effectués par Israël sur Gaza est revu à la hausse. Près de 1800 morts, dont 600 enfants, selon les ministères palestiniens de la Santé. Des milliers de Palestiniens ont commencé à fuir vers le sud de la bande de Gaza à la suite d'un avertissement de l'armée israélienne qui bombarde sans cesse les territoires palestiniens en riposte à l'attaque du Hamas. Des images commentées par Erintie Tamboa. Le message de l'armée israélienne lancé ce vendredi matin portant évacuation sous 24 heures de tous les civils de Gaza vers le sud de l'enclave palestinienne avant son opération terrestre a sans doute atteint sa cible malgré les rejets du Hamas. Des milliers de Palestiniens ont fui ce vendredi en après-midi vers le sud de la bande de Gaza à la suite d'un avertissement de l'armée israélienne qui bombarde sans cesse les territoires palestiniens en riposte à une attaque. Le bilan des bombardements monte à près de 1800 morts, dont près de 600 enfants selon le ministère palestinien de la Santé. Par ailleurs, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en Irak, Iran, Liban ou en Jordanie en soutien aux Palestiniens au 8e jour d'une guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par une attaque inédite et sanglante du mouvement palestinien. Place au rappel des titres à présent. La société civile de Rutshuru alerte sur la route barrée au mouvement de l'autodéfense Ouazalendo par les éléments de la force régionale de l'EAC. Vous avez suivi dans ce journal le porte-parole du collectif des victimes de l'agression rwandaise.
Les avocats d'Estani Boujakera demandent au tribunal de constater l'irrégularité de sa détention. Ils l'ont dit à l'audience de ce vendredi. Conflit israélo-palestinien, les bilans des bombardements est revu à la hausse. Près de 1800 morts, dont 600 enfants, selon le ministère palestinien de la Santé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.